J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un petit peu relou, voilà, faut le dire, mais qui est indispensable. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas investir en bourse, en stock picking, sans lire les fameux rapports annuels. En fait, c'est très simple. Toutes les informations que vous pouvez voir sur Internet, sur TradingView, sur la presse financière, toutes ces informations-là viennent du même endroit, les 10K, donc les rapports annuels, et les 10Q, les rapports trimestriels. Ok. Alors là, je vous ai fait une petite mind map on va vraiment tout détailler et surtout, cette mind map va uniquement me servir de plan. Mais je vais surtout l'interpréter avec énormément d'études de cas, voilà, pour chaque section. Là, je vous ai préparé la présentation d'Amazon, également de Tesla. On va aller voir du côté de QSR, c'est l'entreprise qui détient Burger King notamment. Et je vais également vous donner, moi, mon point de vue sur toutes les différentes parties des rapports annuels. Puisque d'ailleurs, juste pour commencer, je le mettre ici, même avant la définition ou avant de vous mettre pourquoi vraiment l'importance de lire un rapport annuel, commencer voilà, par la concentration. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'un rapport annuel, ça fait 50 pages, 100 pages, 150 pages. Vous ne pouvez pas, faites-moi confiance, j'ai lu plus d'une centaine de rapports annuels, enfin bien plus. Vous ne pouvez pas aller sur un rapport annuel et le lire d'une traite. Ça ne fonctionne pas. Malheureusement, on a tous un focus qui est limité. Vous allez vite vous rendre compte qu'à peine rendu à 10-15% de votre rapport annuel, vous n'allez même plus vous souvenir de la ligne précédente. Ok, c'est totalement normal, puisque d'ailleurs, un rapport annuel, il y a énormément d'informations. Il y a plein d'informations. C'est de la distraction à l'état pur. C'est-à-dire que pareil, tous les rapports sont audités par ce qu'on appelle la Security Exchange Commission, la SEC, et pour des risques légaux et juridiques, les entreprises sont tenues de mettre toutes les informations. S'il y a des informations qui manquent, par exemple, après, il y a des actionnaires qui peuvent porter plainte, etc., avec des recours. Et donc, voilà, c'est le fameux, ils prennent pas de risque à mettre trop d'informations que pas assez, d'accord? Donc il y aura énormément d'informations. Il faut vraiment, nous, notre travail justement en tant qu'investisseur, de faire la différence entre eh bien vraiment l'information et la distraction. Ok, c'est vraiment le gros du gros dans un rapport annuel, c'est aller trier l'information, la bonne information. Donc c'est pour ça que cette vidéo va être particulièrement utile et je vais surtout me focaliser là-dessus. Qu'est-ce que moi je regarde en particulier? Spoiler, vous allez voir que le plus important, ça va être premièrement la section MD&A, donc c'est tout ce qui va être le management et la discussion. En fait, ça fait un petit peu office d'un conference call, mais spécifiquement sur le quantitatif qualitatif. On va le détailler ensemble. Et également les notes aux états financiers, puisque les états financiers, vous allez, oui, excusez-moi, vous apercevoir que sur TradingView, c'est très bien, mais dans les rapports annuels, l'avantage, c'est qu'on a toutes les justifications. Par exemple, ce qu'on appelle le COGS, le Cost of Goods Sold, ou le SGA, le Selling General and Administrative Expense, qui se trouve dans le compte de résultat. Bon, dans les rapports annuels, vous avez vraiment le détail exact de pourquoi ça a augmenté, pourquoi ça a baissé, qu'est-ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est les stock-based compensation, est-ce que par exemple c'est les salaires, est-ce que ça va être par exemple les dépréciations, on va le voir sur Netflix, bref, vraiment la totalité. Pareil, sur Netflix, où passent les dépenses en content, donc les dépenses de contenu. Est-ce que ça passe justement tout ce qui va être donc coût des marchandises, est-ce que c'est pas des marchandises, est-ce que ça passe, et vous allez voir que le coût justement des dépenses chez Netflix, ça passe même pas dans le compte de résultat. En fait, le coût n'est pas dans le compte de résultat chez Netflix, le coût est uniquement au bilan. C'est une caractéristique de Netflix. En fait, ils vont directement investir dans du contenu, donc ils vont utiliser le cash qui est au bilan pour investir dans le contenu, et ensuite, à partir de ça, ça va générer un chiffre d'affaires, et les charges, en fait, ça va être uniquement la dépréciation des contenus qu'ils ont déjà produits, qu'ils ont déjà payés. On va le détailler, hein, ne vous inquiétez pas. Je pense que la vidéo va durer pas mal de temps. Alors je vais tout fermer et on va commencer. Ok, let's go, on est parti. Alors le rapport annuel, c'est vraiment un document, comme je vous l'ai dit à l'instant, qui est officiel et qui va être publié par une entreprise pour présenter ses résultats financiers et donner une vision globale de son activité. Il est exigé donc par les régulateurs, la SEC, et partagé avec les actionnaires et investisseurs. Alors pourquoi c'est vraiment important et pourquoi c'est vraiment vous ne pouvez pas faire sans une fois que vous avez une fois que vous avez lu un rapport annuel, vous allez plus pouvoir vous en passer. Une fois que vous aurez appris plutôt à lire un rapport annuel. Donc il va vraiment permettre d'évaluer la santé financière de l'entreprise, sa rentabilité, ses perspectives de croissance. Il va vous apporter des explications détaillées sur les états financiers. Donc on va le voir ensemble, les notes aux états financiers, donc compte de résultat, bilan, tableau des flux de trésorerie. Il va également clarifier le business économique, donc le business model et le modèle économique, c'est la même chose, et le positionnement de l'entreprise par rapport à son marché et ses concurrents. Ça va être dans la partie 1. Vous allez également pouvoir identifier les facteurs de risque susceptibles d'affecter la rentabilité. Sur la partie risque facteur, j'ai une idée bien tranchée et je vais vous la développer dans un instant. Il va également vous donner des indications sur la structure du capital et la stratégie de croissance, notamment dans la section MD&A.
également guidance. Ça va être un petit peu avant les rapports annuels sur ce qu'on appelle également les présentations ou alors les press releases, on va le voir. Et il contient des informations sur les clients, partenaires et fournisseurs qui vient un petit peu également sur la dimension facteur de risque, notamment est-ce qu'ils ont beaucoup de fournisseurs, pas beaucoup de fournisseurs, est-ce qu'ils ont des fournisseurs par exemple à l'étranger qui impactent un risque de change, ce genre de choses. Donc alors où trouver le rapport annuel? C'est extrêmement simple. Sur le site de l'entreprise, vous descendez tout en bas dans la section Investor ou Investor Relation, ou alors en tapant directement sur Google, sur Safari, nom de l'entreprise plus Investor. Je vous fais un exemple. Vous mettez Google Investor, là vous mettez Investor Relation ou alors voilà Investor présentation, etc. Bon, ils vont vous mettre directement sur les updates ou alors c'est encore mieux, vous allez directement sur Investor Relation et là effectivement vous êtes directement sur la page de Google avec voilà le CEO, vous cliquez ici et là vous avez la totalité, c'est-à-dire le Q1, Q2, Q3, Q4 et vous avez à chaque fois ici, donc ça par exemple c'est le 10K, donc si vous voulez l'ouvrir sur internet, vous cliquez ici et là vous avez directement effectivement, alors hop, je vous remets comme ça, le 10K avec voilà par exemple ici tout ce qui va être justement, vous voyez le MD&A, ici vous avez donc Financial Statement, alors pareil les notes aux états financiers, c'est pas dans l'index, il faut d'abord cliquer ici et ensuite ici, il y aura les notes, mais on va le détailler ensemble. Ou alors vous allez directement sur le site officiel de la SEC. Alors là, c'est encore plus simple parce que tout est répertorié. Alors, il faut juste un petit peu savoir s'y retrouver. Donc, vous allez dans, voilà, vous tapez SEC donc sur Internet, hein, voilà, sec.gov et vous avez directement le site ici. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Filling, d'accord, et vous allez dans ici, donc full text, et là, vous mettez simplement, par exemple, le ticker. Donc voilà, Google. Là, vous cliquez directement sur Alphabet, et donc vous avez les différents rapports. Si vous voulez uniquement, par exemple, le rapport annuel, ça vous l'enlevez. Mettre uniquement les rapports annuels. Et donc là, vous aurez par exemple le rapport ici trimestriel donc, et le rapport annuel qui est ici. Là, vous pouvez. Et là, donc ça charge un petit peu. Et vous avez directement voilà, le rapport sur le site vraiment qui est officiel. Vous ne pouvez pas faire plus officiel voilà, que ce site-là, avec vraiment voilà, tout le détail. Alors l'avantage également de passer sur le site officiel de la SEC, c'est que si vous cliquez par exemple sur le nombre, là, voilà, vous avez les current assets cash, par exemple. Ici, là, le cash, donc vous avez 24. Donc quand vous cliquez ici, ça vous met exactement le chiffre exact qui est effectivement 24 milliards, d'accord, parce que là, c'est exprimé toujours, c'est exprimé en millions. Donc voilà, en US, et là, voilà, c'est en millions, comme vous pouvez le voir, là, c'est 24 000 millions, donc 24 milliards, et c'est du positif. Ok, alors maintenant que vous savez où trouver un rapport annuel, je vous encourage à d'abord lire la présentation, donc ce qu'on appelle learning release ou alors les slides, ok. Donc alors pourquoi je parle de slides? Puisque ça va être, voilà, à chaque fois, c'est les conférences call slides. Quand vous avez donc le conférence call, eh bien, les personnes, elles lisent des slides, enfin, elles ont eu toute une trame, et donc, normalement, quand vous écoutez un conférence call, vous devez avoir les slides à côté avec tous les chiffres qui détaillent dans la première partie du conférence call avant qu'il y ait la session de questions-réponses. Alors là, ici, vraiment, voilà, les entreprises publient un résumé sous forme de diapo pour faciliter la lecture du conférence call. Ces présentations offrent un aperçu des principaux chiffres, des tendances et des priorités stratégiques, ce qui permet d'être à niveau justement pour entamer le 10K. Donc vraiment, toujours consulter la présentation avant de se plonger, excusez-moi, dans un rapport complet. Je vous mets par exemple celui de Amazon pour le dernier trimestre. Donc là, ici, vous avez le Q4, donc earning. Personnellement, j'aime bien commencer d'abord par le earning release. Ok, donc le earning release, c'est entre guillemets assez simple. Ouais, c'est vraiment du texte, alors que déjà la présentation, c'est des slides. Donc voilà, c'est vraiment les conférences call slides avec là, par exemple donc les ventes nettes par AWS International, Amérique du Nord. Ici, on a les ventes. Donc TTM, c'est 12 months, enfin c'est trailing 12 months, donc c'est 12 mois glissants. Donc là, vous avez par exemple l'operating income, même chose. Ici, là, vous avez net income. Vous avez les différents segments. Vous avez également le free cash flow. Par exemple, leur long-term goal, c'est effectivement d'optimiser les free cash flow. Notamment, ils le mettent plus tard en réduisant les stock-based compensation. Alors que là, directement sur le earning release, vous avez plutôt, vous voyez vraiment le résumé finalement de tout ce qu'on vient de passer assez rapidement. Et vous avez surtout, là, je viens de vous le souligner, on va les lire ensemble dans les présentations. Comme ça, eh bien, vous avez à chaque fois le CEO qui va vous
vous dire en quelques lignes son ressenti sur le trimestre, les plus grosses innovations et les plus gros défis qu'ils ont rencontrés. Et juste après, vous allez avoir la guidance. Donc la guidance, c'est les anticipations pour le trimestre prochain. Donc là, par exemple, je vous l'ai traduit ici. Et alors là, tu vois, excellente étude de cas, puisque vous allez voir que c'est quand même assez entre guillemets technique. C'est-à-dire que si c'est pour ça qu'il faut vraiment lire en amont ce genre de documents, puisque si vous allez sur le rapport annuel, voilà, on parle de Pucia Trenium, on parle de Amazon Nova, d'Amazon Bedrock, on parle d'Amazon Q pour migrer les plateformes et la prochaine édition Amazon SageMaker. Donc évidemment, si vous allez directement sur le 10K avant d'éclaircir tout ça, vous n'allez jamais y arriver, vous n'allez jamais comprendre vraiment l'entreprise. Donc l'importance, encore une fois, il n'y a aucun problème. Si vous ne comprenez pas tous ces termes, simplement vous faites un copier-coller, vous allez sur Google ou sur ChatGPT. Et vous essayez de vous documenter, ça prend, c'est l'histoire de 30 minutes, peut-être 1 heure maximum, pas plus. Il n'y a pas non plus 36 000 segments chez Amazon. Et au moins, après, vous allez pouvoir vraiment être préparé pour aller lire le 10K. Mais vous voyez que là, c'est vraiment c'est super. Voilà ce qu'il nous dit. La saison des achats de Noël a été la plus réussie par Amazon et nous apprécions le soutien de nos clients, de nos partenaires commerciaux et de nos employés qui ont contribué à cette réussite, a déclaré Andy, le président général d'Amazon. Lorsque nous regarderons ce trimestre dans plusieurs années, je soupçonne que ce dont nous souviendrons le plus, c'est une innovation remarquable apportée dans toutes nos entreprises. Voilà, là, ils vous mettent ce qu'ils appellent les points vraiment qu'ils soulignent. Donc voilà, je passe, c'est vraiment la dynamique qu'il faut retenir. Donc là, voilà, la guidance, ils vous mettent, ils seront à peu près entre 151 et 155, donc une croissance de seulement 5 à 9%, ce qui est un petit peu faible, même très très faible par rapport à ce qu'ils ont pu délivrer dans le passé ou même ce qu'ils ont pu délivrer là, sur l'année en cours. Donc voilà là-dessus. Et je pourrais me mettre par exemple sur Netflix pour vous montrer. Donc vous allez directement sur Netflix Investor et une fois que vous êtes sur Netflix Investor, là vous allez, alors ça, ce site là il est vraiment super bien fait, le site de Netflix il est très très bien fait et vous avez directement, vous voyez ici le dernier quarter en date avec donc la vidéo interview, donc c'est le conference call, avec la lettre aux actionnaires, avec le financial statement, donc c'est le 10Q, d'accord, donc le rapport trimestriel, et vous avez le transcript à l'écrit donc du conference call. Donc là par exemple je vais aller sur la lettre aux actionnaires. Alors la lettre aux actionnaires, hop, alors je me mets comme ça. Donc voilà, ça commence directement. Et là, en fait, on voit vraiment que c'est exceptionnel puisque en 2024, nous avons exécuté notre plan pour réaccélérer la croissance, parce qu'effectivement, c'était tout l'enjeu chez Netflix. Et donc là, voilà, les revenus ont augmenté de 16%. La marge a augmenté de 6 points pour atteindre les 27%. Et donc voilà, c'est vraiment incroyable. L'operating income a augmenté de 52% sur l'année et ils ont fini l'année 2024 avec 302 morts. Bon voilà, après et ils vous mettent par exemple que le combat Jake Paul versus Mike Tyson qu'ils ont rediffusé, ça a été l'événement le plus streamé. Regardez, là ils vous mettent directement le Q4 a surperformé, d'accord, nos anticipations les plus élevées. Donc c'est incroyable et ils terminent par dire nous projetons maintenant pour 2025 un revenu entre 43,5 et 44,5, donc plus 500 millions par rapport à notre précédente anticipation ou plutôt projection. Donc malgré la force du dollar US, parce que évidemment Netflix, comme il y a des abonnés de partout sur la planète, si vous avez par exemple un abonné qui est en Corée du Sud, par exemple, la monnaie du Corée du Sud s'effondre. Nous, quand on consolide les comptes sur Netflix, vous avez la monnaie de Corée du Sud qui revient en dollars, et si le dollar il est très très fort à ce moment-là, vous avez beaucoup moins de dollars. Donc techniquement, ça les impacte à la baisse. Mais là, malgré la force du dollar, quand ils rapatrient les devises, ils ont tellement une forte croissance qu'ils ont quand même augmenter la guidance. Et pareil, leur operating margin, il le prévoit à 29. Là, on est à 27 et ça a déjà augmenté de 6 points. Donc, ils ont fait ce qu'ils appellent, ils ont relevé la guidance, c'est-à-dire qu'ils avaient anticipé du 43 et maintenant ils anticipent 500 millions de plus. Donc, c'est vraiment exceptionnel et c'est exactement, ça c'est une étude de cas sur le type de lettres aux actionnaires ou de présentation vraiment que l'on souhaite pour une entreprise. Et d'ailleurs, vous voyez, donc ils ont publié le press release le 13 janvier et ça a pris directement 24%. Bon, c'est totalement entre guillemets, enfin, c'est pas normal, c'est quand même énorme, mais ce que je veux dire, c'est que c'est justifié. On va le mettre on va le dire comme ça. Donc ici, ils vous mettent le Q4, etc. Ici, 2025 perspective, là pareil, ils vous explique pourquoi justement, ils ont augmenté leur guidance et pourquoi ils trouvent que vraiment c'est incroyable. Ok, je vous l'ai traduit ici et vous allez voir que dans ce tout petit texte, vous avez vraiment une mine d'informations. Donc, il commence
par dire qu'effectivement, ils abordent l'année 2025 avec une forte dynamique après une année marquée par un nombre record d'adhésions nettes. Donc, ils ont eu 41 millions d'abonnés en plus sur l'année 2024 et une nouvelle accélération de la croissance. Donc, augmentation de 16% du chiffre d'affaires, c'est colossal. En outre, nous occupons une position de leader en termes d'engagement, environ 2 heures par membre payant et par jour. En moyenne, voilà, un abonné Netflix va passer 2 heures par jour sur Netflix. Et quand vous mettez ça par mois, ça fait à peu près 30 fois 2, hein, ça fait 60 heures par mois en moyenne. Et c'est là où vous voyez qu'effectivement, voilà, un abonnement à 10 dollars. Vous payez 10 dollars pour quelque chose sur lequel vous allez allouer 60 heures de votre temps par mois. Donc évidemment que les gens ils continuent de payer. En fait, le coût réel, c'est plutôt le coût, le coût en termes de temps et non pas en termes vraiment d'argent. Donc voilà, les revenus 39 milliards de dollars, bénéfices 10 milliards de dollars de revenus sur un marché, c'est très 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 important, voilà, sur un marché qui continue à se développer. La croissance du marché sous-jacent est en développement et nous estimons qu'il y a aujourd'hui plus de 750 millions de foyers à haut débit, donc à l'exclusion de la Chine et de la Russie, et plus de 650 milliards de dollars de revenus de divertissement sur les marchés où nous sommes présents. Donc la conclusion, c'est qu'effectivement, ils n'auront capté que 6% en 2024. Donc là, le revenu qui est de 39 milliards, ça représente que 6% de la taille de marché totale. Donc oui, on a encore pas mal de potentiel de croissance, sachant qu'on n'a que 6% du marché total. Et vous l'avez deviné, on a également un marché donc total qui augmente chaque année. Donc de même, nous pensons que nous représentons moins de 10% de la consommation de télévision dans tous les pays où nous sommes présents, ce qui laisse entrevoir une longue piste de croissance à mesure que le streaming continue de se développer dans le monde. C'est pour ça qu'effectivement, il y a une hype vraiment sur Netflix. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des informations mais qui sont super pertinentes et finalement la question c'est est-ce que ce genre de présentation, ça serait pas par hasard suffisant pour un investisseur? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller voir les rapports annuels? Bon, la réponse est oui pour un suivi rapide, hein. Si tu veux juste avoir la tendance des résultats, chiffre d'affaires, bénéfices, guidance, c'est totalement OK et j'irai même plus loin. Le rapport annuel, en fait, tu vas le lire quand tu vas mettre l'entreprise dans ton portefeuille et une fois que tu auras l'entreprise dans ton portefeuille, que tu vas vraiment connaître l'entreprise, eh bien, chaque trimestre, tu vas simplement aller écouter le conférence call ou alors simplement lire ce genre de présentation. Et tant que ta thèse de départ que tu t'es fixé quand tu as investi sur l'action ou sur l'entreprise est toujours d'actualité, bah, tu n'as pas besoin d'aller lire tous les rapports, hein. C'est largement suffisant. Si vous êtes une entreprise exceptionnelle, ne vous inquiétez pas, ça se passera très très bien. Et voilà, ces simples updates comme ça chaque trimestre, ça vous prendra une heure par trimestre et ça vous permettra de surperformer largement le S&P 500 si vous choisissez bien vos entreprises exceptionnelles. Et donc voilà, non, par contre, évidemment, pour une analyse détaillée, il faut aussi regarder les états financiers complets, donc 10K, 10Q, donc trimestriel, et les commentaires des dirigeants dans le conference call. Et globalement, si votre entreprise, elle publie des résultats et le prix en bourse prend 10, 15, 20%, vous allez lire la présentation, tout est parfait, bon, c'est bon, ça suffit, votre thèse de départ est toujours bonne, l'entreprise délivre toujours autant de croissance, prend toujours autant de parts de marché, vous pouvez laisser ça de côté et uniquement lire la présentation. Il n'y a aucun problème là-dessus, je vous recommande même de le faire. Par contre, évidemment, si votre entreprise publie des résultats et elle baisse, voilà, c'est un impératif, il faut tout de suite aller rentrer dans les détails, il faut vraiment comprendre pourquoi l'entreprise elle baisse, hein. C'est super important. Donc l'introduction, je vais passer directement sur maintenant les rapports annuels. Donc pour la table de matière, c'est toujours la même chose, hein. C'est la partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Dans la partie 1, c'est toujours l'overview avec la vue d'ensemble du business, les risques. La partie 2, ça va toujours être les commentaires du management sur l'année en cours et sur les potentiels de croissance et sur les défis qu'ils ont rencontrés de manière beaucoup plus détaillée que vous le pouvez avoir dans les press releases. Ensuite, vous avez toute la partie état financier. À la fin de la partie état financier, vous avez la partie notes aux états financiers avec là encore spécifiquement, ils vous disent voilà, précisément ce qu'ils mettent en dépenses, ce qui leur vraiment comment les états financiers sont structurés et qu'est-ce qui se trouve précisément. Par exemple, vous voyez sur TradingView, vous avez ce qu'on appelle les actifs intangibles. Bon, là, ils vous disent directement ce qu'il y a dedans. D'accord ? Par exemple, chez Netflix, ils vous disent précisément, ils ont le contenu, par exemple, qu'ils produisent eux-mêmes. Ils ont le contenu également qu'ils louent. Ils ont des dépréciations là-dessus. Ils ont des coûts, comment ça se répartit, etc. etc. Donc, vous avez vraiment tout le détail. Et la partie 3 qui est un peu moins importante. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment tout ce qui va être la compensation des dirigeants. Alors, c'est vrai que, pour toutes les boîtes qui pèsent plusieurs milliards, même si le CEO, il prend ses cinquantaines par an, finalement, quand vous avez une boîte qui a 15 milliards de coûts par an, c'est pas énorme et c'est vraiment minime et ça se voit pas. Là où il faut faire attention, par contre, c'est sur la rémunération des employés dans sa généralité, donc dirigeants
employés inclus avec les stock-based compensation, mais on va également le voir ensemble. Donc, comme je l'ai mis, voilà, permet aux investisseurs de naviguer facilement dans le document. Alors, je vais commencer par la partie 1 qui est très très simple, hein. Là, vous avez vraiment l'aperçu de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle Business Overview. Donc cette partie est très importante car, elle va vraiment car elle vous permettra de bien comprendre ce que l'entreprise fait, dans quel secteur elle opère, etc. Là, vous avez vraiment la description du modèle économique, des principales sources de revenus, donc comment l'entreprise gagne son argent, également l'analyse des segments d'activité et de leur contribution aux performances financières, donc vraiment les différentes sources de revenus. Vous avez également la compréhension des dynamiques sectorielles et des tendances de marché, donc voilà, qui sont les clients, diversification des clients. Alors pour ce qui est du mot-clé, je vous encourage à chaque fois quand vous lisez un rapport annuel, comme on l'a déjà vu précédemment, il faut pas aller voir directement il faut pas lire tout le rapport en son entièreté. Et par exemple, là, vous mettez alors sur Mac, c'est commande F, donc commande F, et vous voyez ici, vous pouvez chercher des mots-clés, ok. Commande F, vous cherchez des mots-clés, et par exemple, voilà, si vous mettez risque, eh bien, ça va vous mettre directement la risque factor, et donc là, vous cliquez sur risque factor, et vous aurez directement toute la dimension risque de l'entreprise. Et hop, alors je remonte, et si je vais sur Amazon, dans la section donc business, voilà, je vais zoomer un petit peu, ils vous disent qu'ils sont vraiment, voilà, l'entreprise la plus centrée sur les clients, qu'ils ont vraiment 4 principes, donc une obsession pour le client, plutôt qu'une obsession pour les concurrents, la passion pour l'innovation, l'engagement pour voilà, une excellence opérationnelle et un goal vraiment à très très long terme, une vision à très très long terme, et c'est précisément ce que l'on souhaite. Ici, il vous détaille, comme je l'ai marqué à l'instant, qui sont les clients, donc voilà, online, physical store, etc. Donc tout ça, vous allez sur DeepL et vous le traduisez, hein, si ça vous pose problème. Là, ici, c'est les vendeurs. Là, effectivement, ils permettent à des vendeurs sur Amazon de vendre, développeurs, entreprises, les créateurs de contenu et également la publicité. Donc voilà, de ce côté-là, la compétition, hein, c'est vraiment un secteur hautement concurrentiel. Même chose pour la propriété intellectuelle, la saisonnalité. Donc là, c'est vraiment effectivement, à chaque fois, à chaque période de Noël, du Black Friday, les ventes explosent, et donc le quarter précisément, le Q3 ou le Q4, eh bien voilà, explose à chaque fois, plutôt le Q4. Le capital humain, ils ont quand même, c'est une entreprise qui a 1 500 000 d'employés à full time, donc c'est juste, c'est juste énorme. Puis, ici, vous avez le détail de tous les dirigeants d'Amazon avec leur âge et le petit détail depuis combien de temps ils sont dans l'entreprise, leur parcours, etc. Là, vous avez directement le board avec les différents postes d'occupation. Je zoome un petit peu. Voilà, on a quand même le CEO de Pepsi, on a le co-CEO de Bridgewater, donc c'est le hedge fund de Ray Dalio. On a également Goldman Sachs, etc. Donc on a vraiment des très, voilà, on a du beau monde. Donc les votes vont être pertinents, il n'y a pas de problème. Et directement, risk factor. Alors, risk factor, là, encore une fois, je vous l'avais dit précédemment, c'est quelque chose, c'est très. Il y a tous les risques inimaginable que vous pouvez avoir sur l'entreprise sera dans cette partie-là. Donc il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de risques. Voilà, n'importe quelle chose, par exemple là, le business et l'industrie. Voilà, oui, bon, évidemment, ils font face à la compétition. Oui, c'est pas nouveau. Même chose pour donc leur expansion dans les nouveaux produits, services, technologies, géographiques, régions, et évidemment sujet à des risques additionnels. Oui, sans blague, on l'avait compris. Pareil, leurs opérations internationales vont les exposer à énormément de risques. Bon, là, vous avez tout le détail avec les lois, avec le local economic and political, excusez-moi, conditions, bref, la totalité. Mais il faut quand même le lire, puisque parmi cette masse d'informations, vous avez toujours des trucs quand même assez pertinents. Par exemple, bon, là, voilà, tout ce qui va être la Chine. Donc là, ils vous disent qu'effectivement, là, je vous fais la traduction. En outre, étant donné que les vendeurs basés en Chine représentent une part importante de nos services de vente au tiers de nos recettes publicitaires, et que les fournisseurs basés en Chine fournissent une part importante de nos composants et produits finis, les restrictions réglementaires et commerciales, les lois sur la protection des données et la cybersécurité, les facteurs économiques, les événements géopolitiques, les problèmes de sécurité ou autres facteurs ayant un impact négatif sur les vendeurs et, vous l'avez compris, les fournisseurs basés en Chine, qui représentent une part importante, pourraient avoir une incidence négative sur nos résultats d'exploitation.
l'exploitation. Donc effectivement, la Chine, c'est un petit peu comme des entreprises comme, oui, comme LVMH, hein. Si la Chine demain ou les États-Unis mettent des droits de douane énormes sur le luxe, bon, ils ont une part importante qui est là-bas, donc ça va être, voilà, ça va être compliqué pour eux. Et effectivement, voilà, faut le savoir. Il ne faudra pas être étonné si ça commence à chauffer un petit peu avec la Chine, d'avoir Amazon qui a une volatilité vraiment qui augmente. Donc voilà, bon après, je vais passer, hein, je vais passer. Ensuite, ils vont vous détailler tous les risques opérationnels, hein, que j'ai mis. Vous voyez précisément là, ici, j'ouvre ça. Donc là, vous avez, hop, alors je mets ça comme ça, je ferme, voilà. Donc oui, parce que j'aurais dû commencer par ça. Donc facteur de risque, hein, là, il va vraiment y avoir l'identification des risques majeurs qui peuvent affecter l'entreprise, mais pas que majeurs, tous les risques dans la globalité. Analyse des risques liés au marché, aux opérations, à la régulation, aux concurrence, ou encore à la technologie. Donc là, vous mettez risque facteur, market risque pour avoir directement le truc dans le rapport. Donc rappel fondamental, hein, le risque également n'est pas la volatilité. La volatilité est une fluctuation temporaire des prix, tandis que le risque réel concerne ce qui peut affaiblir durablement une entreprise. Hein, les véritables risques sont détaillés, donc on va les détailler ensemble, mais c'est vrai que je mets vraiment, quand je parle de durablement, c'est-à-dire que si par exemple vous avez un risque qui est sur du court terme et ce risque-là, effectivement, par exemple, là, les droits de douane sur la Chine augmentent, mais bon, on va trouver une solution dans les 3 mois, bon, c'est une énorme opportunité d'achat, ok, parce que le business ne change pas. Amazon, c'est toujours une excellente entreprise, mais qui, sur le court terme, droits de douane, etc., facteurs politiques, le prix en bourse y baisse. Par contre, parfois, vous avez des risques vraiment qui vont plutôt être opérationnels. Vous allez avoir des risques qui vont être, par exemple, financiers, avec une mauvaise dette, etc., une dette qui explose. Là, par exemple, l'entreprise vont vous dire, par exemple, là, concrètement, avec le cash qu'on a et la dette qu'on a, si les taux d'intérêt augmentent de 2%, voilà, on fait faillite. Bon, dans ce cas-là, ça, c'est pas un risque c'est un risque qui est vraiment énorme et il faut vraiment faire la différence entre les deux, d'accord? Donc risque opérationnel et structurel, donc voilà, risque de réglementation, risque lié à la chaîne d'approvisionnement, risque client évidemment, risque de marché, là vous avez les risques concurrentiels, risque lié au prix des matières premières, risque lié au taux d'intérêt, donc voilà, crucial vraiment pour les entreprises endettées. Ça, dans toute la partie, vous allez voir finance, ils vous font des simulations, ils vous disent à peu près si les taux d'intérêt augmentent de X%, quels vont être leurs coûts de la dette. Et enfin, les risques financiers et liquidités, donc là ça va être le risque de change. Parfois vous avez des entreprises par exemple qui ont 90% de leurs revenus dans un pays comme l'Argentine, avec une hyperinflation une année sur deux. Donc dans ces cas-là, c'est un risque mais qui est vraiment énorme. Pareil, risque de crédit, risque de liquidité également. Donc voilà, je mets sur pause et vous pourrez relire cette partie-là quand vous irez directement lire effectivement le 10K, puisque voilà, c'est toujours risque opérationnel, risque directement de marché et risque financier. Ok, je vous fais une petite parenthèse de 2 secondes pour vous mentionner deux choses. La première, si vous souhaitez avoir accès à cette mind map format PDF pour pouvoir peut-être la lire en même temps que vous allez interpréter un rapport annuel, vous l'avez directement disponible dans mon groupe School qui est 100% gratuit, avec justement toute la partie communauté en à peu près 1000 et surtout la partie formation avec plus de 3 heures de formation gratuite sur la bourse. Et la deuxième chose, c'est mon portefeuille CTO pour février est mis à jour. Donc je vais mettre également aujourd'hui, je vais poster la mise à jour. Donc portefeuille CTO, j'ai à peu près 160 000 dessus. Et donc voilà, vous aurez tout le détail. D'ailleurs, j'ai pris une nouvelle position, vous allez découvrir, c'est une small cap. Donc vous avez tout ça en description, c'est gratuit et vous n'avez même pas besoin de créer de compte. On passe maintenant sur la partie 2 qui est la plus importante, notamment ma préférée, la section MD&A que vous voyez ici, Management, Discussion and Analysis. Alors cette section, vraiment, c'est la fin de la vidéo. Qui que vous soyez, quel que soit votre niveau d'anglais, ça vous aura permis de vous mettre vraiment une règle qui, avant de mettre une entreprise dans votre portefeuille, vous allez au moins regarder cette petite section. Vous faites un copier-coller, débrouillez-vous, mais vraiment, allez tout le temps lire cette section. Ça vous donnera les informations qui sont les plus importantes, ok? Notamment, là, je vous ai fait juste une petite bullet point. Donc là, vous allez pouvoir, dans cette section, expliquer les résultats financiers et leurs variations. Donc, premièrement, analyse et détail des décisions et investissements réalisés ou investissements dans le futur. Objectif pour l'année suivante et vraiment, on va dire, voilà, orientation de l'entreprise. Impact des tendances du marché sur l'évolution de l'entreprise et plus encore, surtout, on va le voir ensemble, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté là, parce que je vais vraiment aller le voir avec vous, mais ça va être qu'est-ce qu'il y a dans le COGS, qu'est-ce qu'il y a dans le SGA, qu'est-ce qu'il y a, on va dire vraiment chez Amazon, par exemple, AWS, etc. Donc c'est super important. Donc là, cette section est importante car elle permet de voir au-delà des chiffres et de comprendre comment l'entreprise gère sa croissance et ses ressources. Ok, allez, c'est parti, je clique sur la section. Alors là, vous arrivez directement sur une petite vue d'ensemble. Alors c'est donc l'overview, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble un petit peu plus
plus spécifique, d'accord, que ce que vous avez dans la section, enfin, dans la partie 1 business. Là, vous avez vraiment une overview sur précisément, voilà. Là, ils vous disent, par exemple, dans la première, c'était, OK, notre goal à long terme, c'est d'avoir le meilleur service client. Bon, là, l'autre goal à long terme, c'est surtout d'avoir, comme vous pouvez le voir, voilà, une croissance dans les free cash flow, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus terre à terre. Donc, vraiment, ça, il faut le lire. Pareil, là, donc là, nous vraiment, nous recherchons à réduire nos coûts variables par unité, donc par vraiment produit, pour augmenter les marges. Et surtout, donc, nous travaillons sur du levier pour, enfin voilà, vraiment pour, sur les coûts fixes, réduire les coûts fixes et effectivement réduire également les coûts variables. C'est les deux dimensions qui font que vous avez vos marges qui augmentent. Pareil, super important. Là, ils vous disent, nous recherchons, voilà, à tourner l'inventaire rapidement et surtout collecter donc l'argent des clients avant qu'on a fait le paiement au vendeur. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec un BFR, un besoin de fonds de roulement qui est vraiment important. Comme vous pouvez le voir, là, on a quand même un working capital à chaque fois de moins 11, moins 15 milliards, puisqu'il y a toujours ce décalage entre les acheteurs et les vendeurs, etc. Donc de trésorerie, mais bon, c'est sur du court terme, évidemment. Hop, voilà, je descends. Par ici, ils anticipent que la dépense en technologie et infrastructure va augmenter, voilà, au fil du temps. Plus ils vont recruter des personnes ingénieurs, etc. Pareil, ici, ils vont essayer de vraiment de manager donc la dilution des actionnaires, hein, de nous, actionnaires d'Amazon, puisque actuellement, en fait, ils veulent quand même maintenir la flexibilité donc d'émettre des actions pour des fins stratégiques, à savoir donc financer les acquisitions et aligner les employés en leur donnant une part de l'entreprise. Et il faut aligner tout ça avec évidemment les shareholders, donc nous, les actionnaires. Mais bon, ils arrivent à le faire et c'est vrai que les stock-based compensation, par exemple, n'ont pas augmenté là sur à peu près l'année, donc ils ont été assez bons là-dessus. Je passe, je descends. Là, encore une fois, on est encore dans la partie vraiment overview de la section MD&A. Et là, justement, là, ils vous disent, OK, combien de cash ils ont sorti, combien de cash ils ont dépensé et combien de cash il leur reste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Donc, vous avez tout le détail ici. Donc là, vous voyez quand même qu'ils ont dépensé en 2024 94 milliards. Donc, où sont passés cet argent, vous voyez. Voilà, par exemple, ils ont dépensé 48 et 77 milliards en 2023-2024. Donc, 2024, 77 milliards. Et la majorité a été pour supporter AWS, donc la croissance d'AWS. Ils ont également fait, comme vous pouvez le voir si je descends ici, voilà, des petites acquisitions dans la santé avec One Medical, également avec l'IA dans Anthropic. Alors maintenant, on va quitter la section overview de cette section et on va passer sur la partie opération. D'accord. Donc opération, là, ça va vraiment être voilà, toutes les ventes nettes. Alors là, ils vous disent ce qu'ils incluent dans les ventes nettes, à savoir la totalité, mais ils vous le mettent. Les ventes nettes, Amérique du Nord, 352 milliards, international, 131 milliards, AWS, 90 milliards. Ici, il vous explique à quoi est due l'augmentation de 10% des ventes. Si vous lisez par exemple, il vous dit voilà, l'augmentation donc sur les ventes ont été largement drivées par le focus continu qu'ils mettent sur les prix, être toujours compétitif. Ça inclut donc leur offre de livraison rapide. Et vous allez voir que c'est à la fois un avantage, mais à la fois un inconvénient, puisque juste après ces sections, dans tous les rapports annuels, vous avez la même chose, mais version coût. Donc là, vous avez 574 milliards de chiffre d'affaires et vous avez 537 milliards de coûts. Là, vous avez tous les coûts. Et quand on descend un petit peu, alors d'ailleurs, là, il y a AWS qui a augmenté de 19%, donc c'est vraiment énorme. Et là, voilà, par exemple, cost of sale. Donc l'augmentation des coûts. Donc on a eu du 6%. Voilà, on va être du 6%, d'accord. On a eu 6% de plus. Donc là ils vous disent pourquoi on a eu 6% de plus. L'augmentation des coûts des ventes en 2024, donc comparé à l'année précédente, est principalement due à l'augmentation donc des coûts de livraison qui va donc résulter de l'augmentation des ventes, mais qui a été partiellement compensée par leur travail dans tout ce qui va être l'efficience du réseau global. Voilà, donc ça inclut quand même des coûts de transportation plus bas de fait, donc voilà, de l'optimisation. Mais le problème, c'est que comme ils vous le disent, donc les coûts quand même de livraison sont passés de 89,5 milliards à 95,8 milliards. Ils anticipent que ces coûts de livraison donc vont continuer à augmenter. Nous pensons qu'offrir des prix bas à nos clients est fondamental pour notre croissance future, enfin pour le succès futur. Et l'une des voies par laquelle nous le faisons est donc via les coûts d'envoi. Effectivement, Amazon Prime, vous payez à rien pour l'envoi et vous livrent ça en 24 heures aux États-Unis. Donc ils payent littéralement une fortune, mais ça fait partie vraiment de leur stratégie complète. Et donc là, en fait, voilà, 3-4 lignes, mais ils vous disent concrètement qu'effectivement les
coûts sont énormes, les coûts augmentent, mais que, eh bien, ils vont les baisser via ici l'optimisation, vous voyez, avec plus de volume et en optimisant justement leur réseau, et que vraiment ça va leur permettre d'avoir plus de croissance dans le futur. Donc voilà, vous pouvez un petit peu interpréter le pourquoi du comment. On a vraiment les coûts qui ont augmenté, et personnellement, je suis convaincu qu'ils vont réussir à réduire ces coûts d'envoi dans le futur. Mais c'est vrai que là, à l'instant T, eh bien, c'est la priorité, c'est de mettre la livraison en 24 heures pour écraser 100% de la concurrence. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que c'est une stratégie qui est vraiment très très pertinente. Bon, après là, voilà, pareil, ils vous mettent le détail. Et ici, vous avez, comme vous pouvez le voir, la guidance. Voilà, on l'a vu dans le fichier, donc dans ce feeling ici là. Excusez-moi, voilà, je vous l'avais, enfin, on l'a lu ensemble, mais vous l'avez également, eh bien, dans le 10 case, c'est exactement la même chose, hein, c'est un copier-coller de ce côté-là. Et ensuite, vous avez tout ce qui va être, voilà, vraiment les risques compte tenu de leur dette, etc. Avec, voilà, comme je vous avais dit, avec les taux d'intérêt, voilà, le total, les échéances, etc. Alors, je vais vous faire un deuxième exemple avec le rapport annuel de Netflix pour vraiment vous montrer à peu près les différences potentielles qu'il peut y avoir avec deux entreprises, mais vous allez voir que c'est quand même tout le temps la même chose, c'est vraiment la même trame. Donc directement MD&A. Et là, vous voyez, par exemple, il n'y a pas la partie overview. Ça commence directement par Result of Operation. Donc effectivement, Netflix, ils ont un chiffre d'affaires total de 39 milliards. Et là, par exemple, vous voyez la section DVD, ils étaient à 145 millions en 2022, 2023 82 millions, 2024 il n'y a plus rien. Bon, et bien là, il y a marqué 1, vous allez voir ici 1. Voilà, ils ont stoppé leur DVD mail service. Donc voilà, il n'y a plus de... Voilà, cette section-là, officiellement, en 2024, n'existe plus. Voilà, de ce côté-là. Tout ce qui va être, vous avez ici l'operating income, donc 10,4 milliards. D'ailleurs, on l'avait vu dans vraiment la partie shareholder, enfin la lettre pour les actionnaires. Et ici, pareil, vous avez les petits deux. Par exemple, là, ils vous disent vraiment, voilà, selon eux, qu'est-ce qui est concrètement, par quoi ils qualifient une personne qui paye un abonnement Netflix exactement, vraiment en termes financiers. Et pareil, ils vous mettent, voilà, l'operating margin, par exemple, eh bien, a augmenté de 6 points par rapport à la période précédente, donc principalement dû, eh bien, à une augmentation des revenus, donc à un taux plus élevé par rapport au taux de croissance des coûts du revenu. Mais c'est incroyable, c'est précisément ce que l'on veut, nous. C'est avoir un revenu qui augmente de 15% et des coûts qui augmentent de seulement, par exemple, 5%. Là, on est parfait puisque la marge explose, et vous avez vraiment fait toute la partie dans une précédente vidéo sur le business model de Netflix, qui évidemment, chaque nouvel abonné a vraiment une valeur plus importante puisque les coûts n'augmentent pas proportionnellement au nombre d'abonnés. Ok. Voilà, une fois que voilà, leur coût leur coûte à peu près 15 milliards par an pour les contenus, bon, bah, une fois qu'ils ont suffisamment d'abonnés pour rentabiliser ces 15 milliards par an, chaque nouvel abonné leur rapporte de plus en plus d'argent. Alors regardez, justement, ils augmentent ces coûts. On est passé à 19,1 milliards, 19,7 milliards, 21 milliards, mais regardez un petit peu l'explosion du nombre d'abonnés. On a augmenté, voilà, vraiment, on a vraiment un changement de plus 7%, alors qu'on l'a vu ensemble, on a vraiment les revenus qui ont augmenté de 17% sur le streaming. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment énorme. Là-dessus, ils sont très très forts. Pareil, ils vous détaillent ce qui passe en coût. Avec pareil, on a vraiment des métriques très importantes, hein, enfin très intéressantes plutôt pour comprendre l'entreprise, avec notamment voilà, le revenu moyen qui est de 11,70. C'est pareil ici, là, vous voyez entre parenthèses, tout est donc en milliers, ici, là, c'est 39 milliards, excepté voilà, les memberships et les pourcentages. Donc là, c'est bien 11,70 dollars par personne qui possède un compte Netflix. Et pour ce qui est du coût des revenus, donc c'est l'équivalent du cost of sale chez Amazon. Donc c'est l'écrasante majorité des coûts chez Netflix. C'est bien, voilà, c'est principalement, voire majoritairement lié, bien, à l'amortissement des actifs, enfin des contenus, excusez-moi, des films, des productions que Netflix fait. On va le voir dans un instant. Tout ce qui est par exemple sale et marketing, donc la publicité, c'est seulement 7% par rapport à 54% des coûts des ventes. Tout ce qui va être technologie et développement, là, c'est 8%. Donc là, ça va être les stock-based compensation, par exemple. Ça va être également, voilà, les dépenses pour la technologie personnelle et pour augmentation un meilleur marketing. Après, général et administrative, là, ça va être plutôt tout ce qui va être, voilà, ici, les salaires, également les stock-based compensation qui peuvent rentrer ici. Ça dépend qui est-ce que l'on rémunère. Donc 4%, c'est vraiment très très faible. Et pareil, c'est pour ça que je vous dis ça. Par exemple, le CEO de Netflix et le co-CEO de Netflix prennent tous les deux 50 thèmes par an
an de salaire, ok, vraiment un salaire. Et les décisions qu'ils ont prises nous ont amené à une entreprise qui a généré à peu près entre 5 et 6 milliards de plus entre 2023 et 2024. Donc c'est pour ça que je m'en fais pas tellement pour les rémunérations des dirigeants. Encore faut-il évidemment qui délivrent. Sinon c'est vrai que ça c'est une autre question. Et on a la même chose que chez Amazon, c'est totalement normal. On a ça dans tous les 10K, dans tous les rapports annuels. Vous avez, voilà, ici, bah, ils vous expliquent le cash qu'ils ont produit sur la période 2024, 7,1 milliards de bénéfices, voilà, de bénéfices ajustés vraiment de cash sur la période. Ensuite, ils ont réinvesti 2,1 milliards et donc ils ont dépensé 4 milliards pour tout ce qui va être vraiment les rachats d'actions. Bon, il n'y a pas de dividendes. Et si vous lisez ici, eh bien, vous vous rendez compte qu'on n'a pas du tout d'investissement dans le contenu chez Netflix, dans le CAPEX. Voilà, le CAPEX, ça, c'est uniquement, bah, ils ont acheté et vendu de la dette, donc leur cash. Si vous mettez voilà, ici, ils ont seulement 400 millions de CAPEX, d'accord. Donc l'écrasante majorité, les 15 milliards de dépenses, c'est effectivement eh bien, directement sous forme de dépréciation et surtout sous forme, en fait, ils vont utiliser le cash, c'est dans la partie note aux états financiers, mais ils utilisent vraiment leur cash pour faire les productions et ensuite, eh bien, ils transfèrent le cash. C'est ça qui est intéressant, c'est que par exemple, ok, ils ont une production sur l'année qui va leur coûter 1 milliard, par exemple. Eh bien, ils prennent 1 milliard, donc ils diminuent le cash au bilan d'1 milliard et ils mettent instantanément 1 milliard de plus eh bien, aux actifs de long terme. Et sur TradingView, justement, si vous allez ouvrir l'actif donc de long terme, eh bien, vous vous rendez compte que ce n'est pas dans les intangibles ni dans les investissements long terme, mais ils classifient ça dans les charges, voilà, des frais de charge, alors que Netflix, sur le 10K, c'est pas du tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même toujours aller vérifier dans le 10K. Bon, même si c'est pas grave, hein, voilà, les chiffres sont bons, mais c'est juste que c'est pas classifié au bon endroit. Et c'est vrai que si vous ne connaissez pas Netflix, vous pouvez vous dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce bilan? Il n'y a pas d'actifs intangibles, il n'y a pas d'actifs corporels, donc il n'y a pas non plus d'actifs de long terme. Il y a seulement un 31 milliards dans des frais de charge. Donc ça pourrait faire peur. Alors c'est pour ça, encore une fois, l'importance d'aller regarder le détail dans les rapports annuels. Et en conclusion, la section MD&A va vous donner vraiment des informations sur le compte de résultat. Précisément, la vue ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans le COGS? Pourquoi ça augmente? Pourquoi ça diminue? Là, c'était vraiment les actifs pour les contenus, donc vraiment pour la production de Netflix. Et vous mettez concrètement qu'effectivement, eh bien, plus le chiffre d'affaires augmentait, plus ses dépenses en pourcentage diminuaient. Donc c'était pour ça également qu'on a eu l'operating margin qui a augmenté là sur les 27 et qui va augmenter sur les 29%. C'est parce que voilà, Netflix, plus on augmente, plus la croissance elle a de la valeur et plus on devient efficient. Deuxièmement, on a vu ensemble sur les operating expenses. Donc ils nous ont détaillé ce qu'il y avait dans la recherche et développement. Eux, ils appelaient ça vraiment la partie voilà, technologie et développement. Donc effectivement, en 2024, du 2,9. On l'a bien voilà ici avec le détail si ça augmente ou si ça diminue. Même chose pour le Selling General and Administrative Expense. Alors sur Netflix, c'est divisé en deux parties. On a d'abord les Administrative Expense qui sont, vous voyez comme vous pouvez le voir ici, donc là de 1,7, donc qui représentent seulement 4% du contenu. Avec là par exemple, ça va être tout ce qui va être les stock based compensation, les salaires également et les frais vraiment généraux, par exemple les frais de litige, les frais d'avocat, ce genre de choses. Et ensuite on a ici Sale and Marketing, donc les Sale and Marketing qui là, on va dire, c'est plus pour par exemple les frais, tout ce qui est en publicité, voilà, vraiment ce genre de choses. Et ils font également passer des salaires là-dedans. Et en fait, dans les trois, ils font passer des salaires, hein. Ils répartissent un petit peu ça là-dedans. Mais effectivement, si vous faites la somme, eh bien 2,9 plus 1,7, vous atterrissez exactement voilà, à 4,2. Donc alors c'est vrai que sur Netflix, ça n'a pas vraiment énormément explosé ou diminué. Mais parfois, quand votre entreprise, je vous garantis, ici, eh bien, on a une forte baisse ou une forte hausse. Vous êtes bien content d'avoir la section MD&A pour d'un coup d'œil savoir exactement pourquoi ils ont augmenté, pourquoi ils ont baissé. Et donc, c'est vraiment des informations qui sont capitales puisque voilà, c'est vraiment l'entreprise elle-même qui les donne. Donc, c'est vraiment top de ce côté-là. Et maintenant, justement, dans tout ce qui va être partie notes aux états financiers, eh bien là, on va avoir le détail maintenant du bilan. On va avoir ce qu'on appelle voilà, les notes au bilan, donc au balance sheet. On revient sur le 10K, on va directement la partie index et là, on va venir cliquer sur Financial Statement and Supplementary Data. Alors d'ailleurs, parenthèse, c'est vrai que là-dessus c'est un petit peu mal fait puisque si vous cliquez sur Financial Statement, en fait vous allez atterrir sur la partie 2 et nous ce qu'on veut c'est sur la partie, là, en fait c'est à la toute fin du rapport annuel. Je vous explique, si je clique ici, en fait j'arrive là et là il faut descendre, là ça ne nous intéresse pas, là on a la partie, finalement on a la partie 4 et là on a ça y est l'index to Financial Statement et c'est ça vraiment qui va être super important pour nous avec donc, tout ce qui va être les comptes consolidés sur eh bien, les opérations, donc c'est le compte de résultat, également le tableau de flux trésorerie et le bilan. Et vous allez voir pourquoi c'est super important. Donc ça, pareil, c'est les audits, hein, ça ne nous intéresse pas.
on descend et vous arrivez directement sur le compte de résultat. Alors, l'importance d'avoir lu la section MD&A avant, vous comprenez pourquoi il y a un sens qui est bien précis, puisque si vous ne lisez pas la section MD&A, et là, vous ne pourrez pas interpréter les chiffres. Là, par exemple, eh ben, on sait déjà que effectivement le cost of revenue, c'est 100% des contenus, on l'a vu à l'instant, on sait ce qu'il y a là-dedans, on sait pourquoi ça a augmenté, on sait pourquoi ça a diminué, on sait que les coûts, eh bien, ils augmentent de manière, voilà, ils augmentent pas proportionnellement aux revenus. Donc voilà, on sait vraiment toutes ces informations-là, et donc on peut vraiment interpréter les chiffres et on sait vraiment, on commence à comprendre ce que fait concrètement notre entreprise. Même chose ici, je me mets directement sur le tableau FU Trésorerie. Alors là, regardez, c'est super intéressant puisque on a donc le bénéfice net effectivement de 8,7 et on a regardé un petit peu donc eh bien addition sur les contenus actuels. Donc les contenus vraiment de Netflix sur la plateforme Netflix. 16 milliards 223 millions. Et là, regardez, si vous faites la différence entre, alors je vais faire 16,22 moins eh bien 12,54, eh bien ça vous fait 3,68. Donc Netflix a investi 3,68 milliards en plus dans le contenu. Et ça, vous l'avez, rappelez-vous directement, on l'avait vu dans la partie MD&A. Regardez la partie MD&A, là ici le cash from operating activities en 2024. Eh bien voilà, donc le paiement pour les actifs donc de Netflix, donc les actifs content, eh bien ont augmenté de 3,8 milliards du coup, donc voilà, de 13,1 à 17, donc 29% d'augmentation. Et si maintenant je vais sur TradingView, eh bien là regardez, quand j'ouvre le détail du cash from operating, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement un bénéfice net de 8 milliards, mais on a en fait, ça passe en non-cash item, d'accord? Donc ça passe vraiment voilà, en non-cash item. Et donc encore une fois, si vous lisez uniquement les bilans, les comptes de résultats, les tableaux de trésorerie sur Netflix, vous n'allez jamais savoir voilà, à quoi correspondent réellement les chiffres. Alors que là, concrètement, vous voyez exactement que les 16,36 milliards, c'est effectivement les dépenses de contenu. Voilà, donc vous avez effectivement 16,2 milliards. Vous ajoutez à ça, on va le faire ensemble, 16,22 plus. Ici, ils ont dépensé également. Donc ça va être des charges en plus qui vont comptabiliser en passif, mais c'est pour les contenus, donc plus 0,77. Eh bien, on a effectivement les 17 milliards, si je mets vraiment les virgules, on aura les 17 milliards en dépenses de contenu que l'on a vu précédemment. Okay, ici, vous avez l'amortissement des actifs qui ont déjà été produits. Là, vous avez l'amortissement du CAPEX. Donc vraiment, voilà, on voit que c'est minime. Hein, c'est seulement effectivement les propriétés, l'équipement, etc., les intangibles. Là, vous avez les stock-based compensation. On voit que c'est vraiment également minime pour une entreprise de la taille de Netflix. C'est très, très faible. C'est l'entreprise vraiment qui gère extrêmement bien cette partie-là. On a seulement du 200, voilà, allez, j'arrondis à 300. On va être, parce que vous voyez que ça a même baissé. On était à 339 millions en 2023 et là, on est à 272 millions. Donc, c'est vraiment top. On a les autres non-cash items qui vont être peut-être, certainement, ils ont réajusté quelques productions. C'est-à-dire ils se sont dit, ok, tiens, là, peut-être qu'ils se sont dit en 2023, enfin c'est ça, ils sont dit en 2023, on a dépensé 1 milliard en contenu, enfin j'arrondis, et on pensait que ça allait nous générer par exemple 1,5 milliard. En 2024, on a révélé la situation, la série elle n'a pas eu le succès qu'on en attendait, et finalement ça nous a rapporté à peu près, on comptabilise ça à seulement 1,3 milliard. Donc la différence entre 5 et 3, les millions, ça fait 200 millions, et bien là, par exemple ça passerait également en non-cash item puisque ça diminue dans ces cas-là l'income statement, donc le compte de résultat, et ça vient s'ajuster ici. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle des non-cash items de ce côté-là. Pareil, là les taxes qui vont payer progressivement dans le futur en report. Et ensuite, on est sur le cash from investing activities avec, on l'avait vu ensemble, le CAPEX, avec également les investissements de 1,7 milliard dans les securities. Et on a le cash from financing activities avec ici donc l'émission d'une dette de 1,8 milliard. Ils ont repayé 400 millions de dettes, donc ils sont endettés d'une dette nette effectivement de 1,3 et des poussières. Et on l'a bien en fait ici, là, on l'a TradingView qui, voilà, 1,4, excusez-moi, 1,4 de ce côté-là. Ils ont racheté 6,3 milliards d'actions et ils ont émis 632 millions de dollars en actions, donc 6,2 moins 0,8. Ça vous donne un net de 5,4 milliards de rachat d'actions et vous l'avez effectivement ici, bim, voilà, 5,4 donc milliards d'actions rachetées. Alors maintenant, je vais me mettre sur le bilan, d'accord? Alors le bilan, donc là vraiment vous avez tout, vous avez ce que l'actif
enfin, ce que l'entreprise possède, ce que l'entreprise elle doit, ce que l'entreprise elle vaut, donc la différence entre les deux. Vous avez les actifs de court terme, donc tout ce qui va être, tout ce qu'on peut, on va dire, vraiment écouler ou réévaluer dans les 12 prochains mois. Et les actifs de long terme, c'est tout ce qui est au-delà des 12 prochains mois. Donc ici, et c'est ce qu'on appelle current asset actif de court terme, cash et équivalent. Donc là, on voit qu'ils ont 7,8 milliards de cash. Donc on voit qu'ils ont l'écrasante majorité en cash et c'est assez, on va dire que c'est pas rare, mais c'est vrai que normalement, ils ont les entreprises ont au moins moitié cash et moitié investissement dans les securities. Donc là, par exemple, voilà, les short term investments, c'est des investissements dans des obligations US, donc très très liquides sous 3 mois, 6 mois. Donc c'est vraiment voilà, très très liquide et ça leur permet d'avoir leur cash rémunéré au taux sans risque à peu près de 3,5% actuellement. Et donc là, ouais, ils ont effectivement la majorité vraiment en cash. Et ça, d'ailleurs, on l'a vu à l'instant. Les 1,7 milliard, eh bien, vous les voyez ici, là, dans le câble. Ouais, ici, voilà, vous les avez ici, 1,7 milliard. Donc, ils ont investi 1,7 milliard. Ils ont pris 1,7 milliard de cash. Ils les ont investis donc, dans les securities pour avoir eh bien, vraiment un taux d'intérêt, tout simplement 4% sur cette rentabilité. Ça payerait au moins les stock-based opposition s'ils plaçaient la totalité. Mais on l'a vu qu'ils utilisent le cash vraiment pour les actifs. Donc, ils veulent vraiment pas s'embêter avec ça et rester vraiment actifs, enfin, rester flexibles de ce côté-là. Et ensuite, voilà, les actifs, vous voyez, des contenus, 32 milliards. Donc, ce n'est pas, c'est pas en défrait, excusez-moi, charge hein, sur le rapport sur le 10K, c'est bien les actifs de contenu. Ensuite, vous avez les propriétés équipements. Bon, là, c'est la même chose que TradingView. Même chose pour les autres, les actifs autres, on va le voir dans les notes aux états financiers. Ensuite, tout ce qui va être voilà, l'equity. Donc, les passifs de court terme, on a vraiment account payable, donc les dettes fournisseurs de 900 millions, c'est pas grand-chose. Tout ce qui va être voilà, des revenus qui vont être amortis sur les prochaines années. De la dette à court terme, 1,7 milliard. Et on a donc un total de 10,7 milliards donc, d'obligations sur les 12 prochains mois. Par rapport ici, les totales current assets de 13 milliards, on voit qu'on est large. Hein, voilà, on a 13 milliards qu'on peut débloquer sous les 12 mois et on a les obligations de 10 milliards. Donc, on n'a pas de problème de liquidité chez Netflix. Alors, je descends et là, on arrive directement sur les notes. Donc, pourquoi c'est très, très, très important puisque vous allez pouvoir. Donc, alors, pareil, voilà, cash et équivalent, short investment, là, ils vous le disent vraiment. Ça va être l'achat donc, voilà, des maturities, des securities, hein, des obligations de 90 jours ou moins. Voilà, sont vraiment catégorisés en cash et équivalent. Ok. Et ensuite, tout ce qui va être les intérêts qu'ils gagnent sur ce cash, quand ils ont placé beaucoup d'argent, eh bien voilà, c'est directement mis dans eh bien, les intérêts et les autres, en fait c'est dans le compte de résultat et vous le voyez directement, hop, non-operating income et vous les voyez ici, d'accord. Donc là en fait ils ont moins 700 millions, ils payent 700 millions puisque en fait ils ont tout simplement eh bien, ils ont une dette de 17 milliards qui leur coûte, si je fais, donc s'ils payent 700 millions, on va le faire ensemble, hein, vous faites 0,7 divisé par 18 milliards. Voilà, ils ont un taux d'intérêt moyen sur leur dette de 3,8%. D'accord. Donc c'est vrai que si eh bien, ils plaçaient le cash qu'ils ont donc de 8 milliards, 8 milliards sur le taux sans risque à 3,5%, mais ils pourraient déjà avoir 28, donc 28, enfin 280 millions. Donc c'est-à-dire qu'ils pourraient abaisser, on va dire, vraiment ils pourraient abaisser leur charge d'intérêt de 700 moins 280, donc ils pourraient être à 420, seulement 420. Mais encore une fois, voilà, peut-être qu'ils se disent, on va tous investir dans le contenu. Peut-être qu'ils vont le faire l'année prochaine. Hein. On ne sait pas, faudra suivre ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que concrètement, se cache là actuellement avec les taux d'intérêt. Enfin oui, ils rapportent quand même pas mal d'argent, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Alors ici, très 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 intéressant. On a vraiment, ils vont nous expliquer ce qu'ils catégorisent comme contenu, d'accord. Et on voit que c'est toute la majorité de Netflix, c'est les contenus, que ce soit sur les charge, plus de 54% voilà, du chiffre d'affaires part sur le contenu, ça fait 100% du revenu. Très très intéressant en moyenne, plus de 90% des contenus que l'on loue ou que l'on produit, d'accord, sont amortis dans les 4 ans après le premier mois de leur publication sur le site Netflix. En fait, effectivement, il part du principe qu'un contenu, eh bien, quand il le publie, 4 ans plus tard, il ne vaut plus rien. Voilà, toutes les personnes l'ont regardé. Et vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il reste avec une grosse position de cash, parce que là, ils mettent
Donc, les termes de paiement, les contrats de paiement, pour certains des contenus qu'on loue, d'accord? Et de production, donc des contenus qu'on acquiert, demandent plus de cash, upfront, donc plus de cash, directement, enfin en payant plus de cash avant, voilà, avant que finalement on puisse amortir le contenu. Donc il faut décaisser, des grosses sommes, en amont avant de pouvoir en récupérer. Alors évidemment, si vous investissez sur Netflix, il faut absolument que vous le traduisiez, que vous le lisiez, mais là la vidéo fait déjà 50 minutes, donc je vais passer directement. OK, très bien. Donc là, dans les notes aux états financiers, on a la partie 5 qui va être, eh bien, les composants du bilan. OK? Donc là, on va commencer directement par les actifs contenus, donc ce qui représente 32 milliards dans le bilan de Netflix, l'écrasante majorité. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est divisé en deux, trois, enfin ouais, en deux grandes catégories et en trois sous-catégories. Première grande catégorie, c'est les actifs qui vont louer. Donc là, on a 12,4 milliards d'actifs que Netflix loue. Ensuite, on a ici les actifs que Netflix va produire. Et là, on voit qu'on a du 20 milliards. Donc Netflix, effectivement, on voit que voilà, on voit qu'il y a seulement 12 milliards de loués contre 20 milliards vraiment de. Donc il y a un tiers d'actifs loués sur la totalité des actifs de Netflix. Ok. Pour ce qui est des trois sous-catégories, on a release, c'est les contenus qui vont être déjà en diffusion et qui sont partiellement amortis. Donc là, ouais, la diffusion a déjà commencé et l'amortissement est déjà comptabilisé. Donc en production, vous l'avez deviné, c'est les séries qui sont vraiment en production. Là, par exemple, Willy's, on va avoir tout ce qui va être, oui, tout ce qui va être les Squid Game, également, je sais pas, toutes les séries vraiment originales Netflix. Donc en production, c'est ce qu'ils produisent actuellement. Là, on a quand même du 9 milliards dans les tuyaux pour sortir prochainement. Et en développement et pré-production, là en fait, le tournage n'a pas encore commencé. Et là, c'est seulement, vous voyez, 561 millions. Ok. Très important également de ce côté-là. Et ici, c'est très intéressant puisqu'ils vous mettent que pour la première partie, là, les actifs vraiment qui sont donc loués, enfin les contenus loués de 12,44 ne sont pas encore amortis. Et pour l'amortissement, ça va être un amortissement non pas linéaire, mais un amortissement accéléré sur seulement 3 ans. Regardez, l'année prochaine, on va avoir 6,4 milliards d'amortissements. L'année d'après, 2,4 milliards. Et la dernière année, on va avoir 1,4 milliard d'amortissements. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir vraiment, sur la première année des 3 années, eh bien, on va amortir la moitié du contenu. C'est-à-dire qu'ils anticipent générer la moitié de la plus-value de tous ces actifs-là, de tous ces films-là, dès la première année. Et après, ça décroît de manière vraiment, de manière vraiment accélérée. Et même chose pour la partie vraiment ici. Eh bien, pour la partie des 10,1, c'est-à-dire là les actifs qui sont déjà publiés et qui sont en train d'être amortis, eh bien, on va retirer 3,9 milliards donc dès l'année 2025. 2026, on va retirer 2,7 milliards et 2027, 1,7 milliard. Et quand vous cumulez eh bien, la somme de tout ça, eh bien, ça vous fait effectivement l'amortissement de Netflix. Et d'ailleurs, vous voyez que si jamais, en fait, et ça, ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, si demain le nombre d'abonnés chez Netflix est diminué par 2, c'est des charges qui vont qui vont vraiment devoir sortir enfin c'est des charges qui vont diminuer plutôt leur bénéfice net, je reformule, eh bien dans leur compte de résultat. Donc si le chiffre d'affaires est diminué par 2 et qu'on a ces charges-là qui sont incompressibles sur les prochaines années, en fait la rentabilité de Netflix va être divisée par 2 si le nombre d'abonnés diminue. Donc c'est pour ça que c'est très très important chez Netflix que vraiment le nombre d'abonnés il continue à augmenter voilà, en permanence. Ici, vous mettez le détail des actifs de long terme, à savoir par exemple les terrains, ils ont donc pour 85 millions de terrains. Tout ce qui va être les buildings et donc voilà, les bâtiments et les bureaux, c'est 475 millions et c'est réparti donc sur 30 ans. Et d'ailleurs, on voit bien, l'investissement dans le CAPEX qu'ils ont fait cette année. On est passé de 154 millions à 475 millions. Là, ensuite, l'amélioration locative, pareil. Là, on est sur du 1 milliard. Tout ce qui va être les fournitures, voilà, on est sur du 134 millions. On a également informatif technologie. Je ne sais pas ce que ça pourrait être chez Netflix. Il faudrait se renseigner. Si c'est sur 3 ans, ça doit vraiment être un truc technologie du type peut-être des caméras, ce genre de choses. Ensuite, machinerie, équipement, 15 milliards. Pareil, là, vu le faible amortissement, ça doit vraiment être des technologies du type les caméras qui, effectivement, dans 5 ans, faut les changer puisqu'il y en a des nouvelles beaucoup plus pertinentes. Donc voilà un petit
petit peu, vous avez la somme effectivement de 1,6, hein, j'arrondis 1,6 milliard voilà, de propriétés et d'équipements chez Netflix. Ici, ils vous mettent vraiment les dépenses qu'ils vont devoir faire quoi qu'il arrive dans le futur. Donc, par exemple, là, dans moins d'un an, ils vont devoir sortir 11,4 milliards de dollars pour les contenus. Donc voilà, il va falloir, enfin, c'est pour ça qu'il faut vraiment que le bénéfice il soit au rendez-vous. Bon, heureusement, on a un bénéfice qui est largement bon avec toutes les dépréciations qu'on récolte dans le passé. Tout ce qui va être voilà, 1 year et 3 years, donc et 3 ans, c'est du 8 milliards. Ensuite, du 2 milliards, encore une fois, c'est vraiment l'amortissement, vous l'avez vu, vraiment qui est décroissant, donc qui est accéléré, ça dépend de quel point de vue vous placez. Mais voilà, il vous détaille ça ici. Bon, je me remets sur la mind map, la vidéo s'approche dangereusement des 1 heure. J'espère que vous appréciez vraiment ce format dans lequel voilà, on approfondit et dans lequel surtout je vous partage énormément de plus-value, je vous apporte énormément de valeur et ouais, vous apprenez vraiment des choses. C'est vrai que c'est quand même des gros contenus de 1 heure, c'est du format long. D'ailleurs, j'y pense parenthèse, mais n'hésitez pas à regarder cette vidéo en même temps que vous lisez vos premiers rapports. Ça va vraiment vous aider et ça va vous permettre de mettre un pied à l'étrier. Et si, encore une fois, cette vidéo vous permet, qui que vous soyez, voilà, de commencer à enfin vous intéresser vraiment à ces rapports, moi c'est bon, j'ai tout gagné. Donc c'est parfait de ce côté-là. Et je finirai par Crocs. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai un call de très long terme sur Crocs et ça a pris 24% hier avec les earnings. Donc voilà, c'est tous régalé. Enfin, je parle parce que hier, on a fait un coaching avec les membres hier et Paul, lui, il a un call avec 2 pots, donc plus de 20 000 dollars d'engagement. Il les avait avant les earnings. Donc voilà, il nous avait dit s'il y a des bons earnings. Bon, évidemment, c'était le cas. Il allait faire une commande sur Crocs, donc, donc il s'est fait plaisir. On est tous en Crocs dans la communauté. Et voilà, bon, sinon, ouais, effectivement, c'était super. Hein. Mon call, il a pris 1500 dollars par rapport à aujourd'hui par rapport à hier. Donc voilà, c'est quasiment 60% sur un contrat de seulement 2700 dollars. Donc, imaginez un peu le levier que vous avez avec un risque qui est quasiment minime. Et ça, c'est encore une fois la puissance des options de long terme. Donc, c'est vraiment super. Et d'ailleurs, également, je rebondirai là-dessus. J'ai de plus en plus de commentaires comme ça sous mes vidéos. C'est un scandale que ta chaîne n'ait pas plus d'abonnés. Comment ça se fait que tes vidéos voilà, ne font pas plus de vues? C'est parce que je ne regarde pas du tout ces métriques. Le nombre de vues, le nombre d'abonnés ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité des personnes qui regardent mes vidéos. Et en faisant du contenu de 1 heure qui se démarque de tous les autres avec, par exemple, voilà, des études de rappeur annuel, je peux vous garantir que là, si vous regardez cette vidéo et que vous en êtes encore ici sur une vidéo voilà, d'1 heure sur des rapports annuels, c'est ou bien que vous avez une belle capacité d'épargne ou alors que vous avez pas mal de thunes en bourse, d'accord? Et moi, c'est précisément ce type de personnes que je veux cibler. Donc, c'est pour ça que je me focalise sur tout simplement des vidéos format long qui font pas énormément de vues, mais qui, chaque personne qui visionne mes vidéos sont terriblement qualifiées. Et c'est pour cette raison que j'ai 3 filtres. Le premier, c'est ma chaîne YouTube. Ça va faire à peu près entre 2 et 3 000 vues par vidéo. Le deuxième, ça va être mon groupe privé, mais gratuit sur Skool, dans lequel, là, je vais mettre des vidéos qui vont être, voilà, j'ai à peu près 3 heures de formation totalement gratuite avec toute une communauté. On est 1000, donc ça, c'est gratuit. Et ça fait un deuxième filtre. Voilà, on passe déjà de 2-3 000 vues par vidéo à seulement 1000 personnes sur mon groupe Skool. Voilà, mon groupe Skool qui est là, dans lequel, par exemple, je vais mettre la mind map de cette vidéo-là, avec certainement une prochaine vidéo sur, par exemple, les stock-based compensation, ce genre de choses. Donc, totalement gratuit là-dedans. Et ensuite, le troisième filtre, c'est notre programme d'accompagnement. Et en fait, c'est vraiment le fait d'avoir fait un entonnoir qui nous permet, dans le bout du bout, d'avoir uniquement les personnes les plus qualifiées et les personnes les plus pertinentes qui nous rejoignent. Si je prends uniquement les personnes qui nous ont rejoints depuis à peu près une semaine, on a voilà 34 ans, Ben, expat à Madrid depuis 9 ans. On a Clément qui est ingénieur informatique en finance de marché. On a Benoît qui a 36 ans voilà, dans la vente de matériel du bâtiment. On a Nash qui est médecin généraliste. On a Tristan qui est prof de français. Et on a justement Alexis qui nous a rejoint avant-hier, là, qui est étudiant, pareil, en finance, en ingénierie de gestion. Et c'est précisément, vous comprenez vraiment ce genre de profil. Je pourrais jamais les avoir, c'est pas possible en faisant des vidéos. Je vais un petit peu caricaturer, mais voilà, en faisant des vidéos de 10 minutes sur YouTube qui se démarquent pas. Vous voyez, les vidéos, oui, cette action-là va prendre 50%. Oui, ben là, en fait, vous faites effectivement peut-être 10 000 vues, mais vous avez le type de personne que vous méritez finalement dans le bout du bout. Donc voilà, je pense que j'étais assez clair là-dessus. Donc évidemment, j'ai envie de vous dire, si vous voulez descendre dans l'entonnoir, la prochaine étape, c'est de rejoindre notre groupe Skool. Donc voilà, je vous l'ai déjà expliqué, mais effectivement, là, vous allez avoir tout ce qui va être les cours sur les options, ratio financier, intro à la bourse. D'ailleurs, je suis en train de mettre à jour, là, ça va être posté en même temps que je fais la vidéo, sur mon portefeuille CTO qui a bien augmenté. Là, voilà, j'étais à 146 000 en début décembre et là, je suis à peu près à 160 000. Bon, j'ai rajouté également 5 000 de ma poche pour acheter des actions SML là, dans le petit épisode DeepSeek et une autre entreprise également. Voilà, j'ai une autre position, une small cap, petit indice. Donc voilà, donc ça va être encore une fois, tout sera mis à jour. Il y aura une nouvelle page qui va être donc publié là aujourd'hui.
Et donc là, voilà, bah, pareil avec, le call sur Crocs, bah, que j'avais déjà la dernière fois et pareil sur Google, comment dire? J'étais quasiment monté à quasiment 9 000 de plus-value, donc dollars et là, comme Google a bien baissé, je suis redescendu à 7 000 là, je crois si je regarde et ça, c'était, 5 300 encore une fois, voilà, en début décembre. Vous aurez, comme mentionné également, la mind map qui sera postée dès aujourd'hui dans le school et mettez-moi dans les commentaires, j'y pense, mais si vous avez peut-être, des sections que vous voulez que j'aborde plus spécifiquement sur les rapports annuels, je pourrais à la limite vous faire une petite, vidéo. J'avais prévu, je vous le dis depuis pas mal de temps, mais de vous faire une partie exclusivement sur les stock-based compensation et les impacts sur la dilution des actionnaires et comment concrètement aller regarder dans les rapports annuels le nombre, non pas de stock-based compensation, mais le nombre d'options exercées, donc le nombre vraiment de dilution effectif, d'accord? En termes de nombre d'actions. Voilà, je vous laisse là-dessus. C'était Léopold, merci et bonne journée.